Mathilde Laurent est la créatrice de parfums de la maison Cartier. Et elle est bien plus que cela. Après ses débuts chez Guerlain pendant 11 ans, où elle signe ses premiers succès, Pampelune, Guet-apens, elle est la créatrice de parfums de Cartier depuis 2005, où elle a créé des jus tels que La Panthère, que je porte souvent, ou L'Envol, et une collection de haute parfumerie intitulée Les Heures, qui sont au nombre de 13. Car Mathilde, elle est toujours là où on ne l'attend pas. Ce qui marque immédiatement quand on rencontre Mathilde, au-delà de son allure distinguée de punk chic parisienne et sa chevelure lumière, c'est son énergie solaire, son regard franc et déterminé, sa langue particulière. Car Mathilde a une mission. C'est une femme d'intuition, de conviction, et elle a une mission. Son dernier ouvrage, Sentir le sens, est un manifeste. Et chacune de ses créations est une œuvre d'art qui bouge les lignes de la parfumerie. Nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui. Partons à la rencontre de Mathilde pour découvrir comment elle conjugue au présent l'art de l'attention. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Mathilde. Bonjour Fanny. Alors Mathilde, quand vous entendez attention, qu'est-ce que ça vous dit ? Alors, ça me dit immédiatement deux choses. Attention, rester attentif, ce que j'ai beaucoup de mal à faire parfois. Et en revanche, attention, être attentif à l'autre. Alors ça, je crois qu'au contraire, avec ce cerveau hypersensible, hyper esthétique, hyper sensoriel, que j'ai dit subir depuis l'enfance, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, eh bien, je crois que avec ce cerveau, être attentif à l'autre est autant un talent chez moi que être attentif à quelque chose, mais difficile. Voilà, je crois que la balance est partie complètement dans le sens de l'altérité et il ne reste plus rien pour l'attention, la concentration. Voilà, donc c'est vraiment l'attention à l'autre, je crois, qui est ultra développée chez moi. Alors on va repartir de plus loin, de quelque chose de vraiment essentiel, c'est votre rapport au sens. Quand je suis entrée dans votre bureau tout à l'heure, on passe l'ascenseur et tout de suite on voit sentir. Et d'ailleurs c'est le titre éponyme de votre livre, Sentir le sens. Je crois que vous avez longtemps voulu être photographe, donc la vue a une importance. Vous êtes dingue de musique. En arrivant, c'était des notes de piano qui inondaient le bureau de lumière et de son. Vous êtes une famille artiste. Quelle place vous donnez au sens, justement, l'essentiel chez vous? Mais oui, en fait, c'est comme si je n'avais jamais pu imaginer, avant de vraiment travailler sur ce que c'est que d'être sensible, et avant de prendre conscience que on pouvait ne pas l'être, j'ai longtemps cru que tout le monde vivait comme moi par l'hypersensorialité. Donc très rapidement à l'adolescence, quand j'ai imaginé devenir photographe ou architecte ou parfumeur, en fait, j'ai compris, on m'a dit souvent que je vivais par les odeurs. Et donc j'ai découvert ça et je me suis dit, c'est étrange quand même qu'on te dise à toi que tu vis par l'odeur. Donc ça veut dire que d'autres ne vivent pas par l'odeur. Alors ça me paraissait très étonnant. Et je me demandais justement par quoi on pouvait bien vivre sa vie, si ce n'est par les sens. Et
effectivement, mon livre, j'ai eu envie de l'appeler Sentir le sens parce que ça m'est apparu un jour dans le processus d'écriture que pour moi, la vie ne fait sens que par les sens. Et c'est quelque chose, je dirais, que j'ai réalisé au fur et à mesure des années de travail justement dans la parfumerie. Je dirais que quand j'ai commencé la parfumerie assez jeune, donc à 20 ans, je n'avais pas réalisé à quel point je vivais par les sens, à quel point mes sens donnaient son sens à ma vie et à quel point justement j'allais devoir suivre mes sens pour faire sens dans ma vie. Donc c'est quelque chose donc qui est essentiel. Une fois de plus, désolée pour tous ces... Mais finalement, cette jolie allitération, voilà, sens. C'est effectivement... ça fait sens, une fois de plus. Donc, j'ai petit à petit réalisé à quel point, finalement, le sens venait des sens. Et puis, j'ai dû réaliser aussi que parfois, on peut vivre autrement que par ses sens, c'est-à-dire par l'intellect, par le raisonnement uniquement. On vit dans des sociétés où certains travaillent justement à s'éloigner d'une forme de sensorialité pour se réfugier, je dirais, dans l'intellect. Et qui ne sont plus là dans leur corps et dans leur sens, qui n'investissent plus leur sens. Voilà, et pour moi, de la même manière que peut-être vivre de manière uniquement sensorielle, sans aucune raison, n'est pas souhaitable, mais l'extrême inverse, vivre dans la raison ou dans l'intellect uniquement, n'est pas souhaitable non plus. Et pourtant, je pense que nos sociétés nous portent plus vers cet extrême rationnel, intellectuel, que vers un extrême sensoriel et sensuel. Cette question du sens, on le sent, elle est profonde, elle est fondamentale. Pourtant, ça paraît simple dans ces sociétés de s'en couper. Je voudrais aller encore plus loin sur sentir. Qu'est-ce que sentir ? Parce que votre livre, il démarre avec le premier chapitre qui s'intitule... numéro 12. Oui. C'est une autre histoire. Mais pourquoi le parfum va garder l'humain humain ? Et vous dites très bien, vivre c'est respirer, respirer c'est sentir, donc vivre c'est sentir. Alors... Exactement. En fait, moi, j'ai l'impression d'être une machine à sentir. Et plus on sent, en fait. C'est-à-dire, plus on cherche à sentir, plus on prend conscience en fait de tout ce qui est à sentir, et pas seulement sentir avec le nez, mais sentir avec tous les sens, avec le toucher, et aussi sentir avec des sens dont on n'a pas encore conscience ou dont on ne connaît pas le nom, parce que on a tous découvert un sixième sens, comme on a découvert un cinquième goût qui est l'umami. On a découvert un sens dont on nous a dit que c'était un sens et que donc on en avait un sixième qui est la proprioception. Avant qu'on nous parle de la proprioception, on ignorait tous que ce sens existait. Donc, je trouve, et je dis souvent que je ne sais pas pourquoi on a décidé qu'on avait 5 sens et pourquoi ce nombre est perçu pratiquement, si on n'y réfléchit pas, comme un nombre fini. C'est comme si on avait 5 sens, pas un de plus, pas un de moins, et qu'ils seraient tous équivalents et qu'ils auraient tous les mêmes comportements, et qu'il n'y en aurait aucun qui dominerait les autres, et en même temps, il y en aurait qui seraient
plus fort, plus rationnel, plus quantifiable, plus universel. Donc, c'est drôle, en fait, cette manière de classifier les sens qui est ultra rigide, soi-disant égalitaire et en même temps totalement, justement, empreinte de pouvoir ou de suprématie à certains endroits. Donc, cette idée de sentir, en fait, elle veut dire tout de suite sentir au sens le plus immense possible du terme. Sentir avec un grand S, en fait, qu'on ait 5 sens ou peut-être 10 ou 100. Et si on ne comptait pas ces sens, et si on se disait que juste on est un formidable agencement naturel de neurones, de capteurs, une formidable machine à percevoir et à ressentir tout ce qu'on perçoit. Donc, effectivement, quand on arrive dans mon bureau, j'ai souhaité que ce mot « sentir » soit en néon, en lettres géantes, pardon, parce que voilà, pour moi, c'est l'essence de la vie. Et l'odorat, c'est le sens de l'alerte aussi. C'est ce qui nous rend humains et ce qui nous permet aussi de rester en vie bien souvent pendant très longtemps. Exactement. Alors, pourquoi je dis que l'odorat va garder l'humain humain, c'est parce qu'à mon sens, en fait, justement, l'odorat est le sens qui réunit tous les autres. C'est-à-dire que quand on regarde un document, on n'a pas toujours, quand on retrouve ce document, l'odeur de la personne qui nous accompagnait quand on a vu ce document la première fois ou quand on a écouté cette émission de radio et qu'on la réécoute. On sait peut-être où est-ce qu'on était, mais on n'a pas forcément l'odeur du savon avec lequel on s'était lavé les mains juste avant d'écouter l'émission de radio. Or, l'inverse est vrai. En fait, quand on sent une odeur, on sait exactement où on l'a senti, avec qui on était, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qui se passait. Et on a aussi, qui revient immédiatement avec l'odeur, c'est le principe de la Madeleine de Proust, on a aussi l'état d'âme dans lequel on était. On a aussi les émotions qu'on ressentait à ce moment-là. Et c'est Bachelard qui a dit que toute odeur aimée, dans le présent comme dans le passé, est le centre d'une intimité. Et donc, l'olfaction est le sens qui réunit tous les autres. Parce que ça a été vérifié scientifiquement, enfin ça a été découvert justement scientifiquement, que le chemin que prend la perception olfactive passe d'abord par les centres des instincts, des peurs, donc l'amygdale, puis à peu près en même temps le centre de la mémoire, l'hippocampe, et ensuite va chercher tous les autres sens de la vision, de l'audition et aussi justement toutes les émotions. Donc, quand je dis que l'olfaction va garder l'humain humain, c'est parce que justement l'olfaction éveille aussi les autres sens, crée des sensations qui réunissent en fait d'abord différents centres dans le cerveau et aussi différents centres nerveux ou les différents cerveaux qu'on a dans le corps, puisque l'olfaction s'adresse aux instincts, aux mémoires et donc mobilise les neurones qu'on a dans le ventre, qu'on a dans le cœur. Donc, on a véritablement une activation du corps entier. Et donc, c'est là où, justement, l'olfaction, on peut dire que le sens de l'olfaction est plus holistique que les autres
Et que ce sens de l'olfaction, en fait, c'est comme s'il réveillait le corps qui porte la raison et l'intellect qu'on a tous et qu'on utilise tous. Mais l'olfaction nous amène, en fait, à les englober dans des sensations et à ressentir et travailler et percevoir d'une manière beaucoup plus entière, avec le corps entier. Donc, dans une époque où on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle et où effectivement l'éducation, les comportements sociétaux nous mènent à ne devenir que des êtres pensants, eh bien, c'est l'olfaction qui nous aide à rester des êtres sentants, des êtres vivants, parce que vivre, c'est respirer, respirer, c'est sentir. On ne peut pas respirer sans sentir. Donc, respirer, c'est sentir, et donc vivre, c'est sentir. D'ailleurs, on dit « je me sens vivant ». On ne dit pas « je me vois vivant » ou « je m'entends vivant ». On dit « je me sens vivant ». Donc, c'est bien l'olfaction, en fait, qui garde l'humain humain et pas un ordinateur, en fait. C'est l'olfaction qui garde l'humain humain et l'humain vivant. Voir, c'est pas un animal non plus, parce que vous le dites très bien dans votre livre, vous dites on est ce qui nous permet de rester des animaux doués d'émotions et d'instincts que nous sommes, c'est bien l'odorat, justement. Exactement. En fait, on redevient, plutôt que de devenir une pensée digne d'un ordinateur, en fait, on redevient une pensée douée de sensations et de sensations au sens très large du terme, y compris donc la sensation de l'autre. Et l'autre, on le sent. Bien sûr, on le voit, on l'entend, mais c'est aussi en le sentant qu'on perçoit sa présence. Parce que finalement, voir et entendre ne veulent pas dire présence. Alors que sentir veut dire présence. D'ailleurs, on dit de quelqu'un, je ne peux pas le sentir, par exemple. Exactement. Ou justement, on dit aussi, je le sens bien. Donc, ça veut bien dire en fait que même dans des rapports de travail, même dans des rapports qui pourraient n'être qu'intellectuels ou raisonnés, à un moment ou à un autre, en fait, on va sentir la relation, on va sentir la personne avec qui on est en train de réfléchir. Et ça va être du domaine, justement, de l'information aussi, mais d'une information qui n'est pas rationnelle. Mais c'est une information qui est importante et sur laquelle on peut travailler. Une information n'est pas, justement, c'est là où la raison est importante et où on n'est pas des animaux. Parce que justement, cette perception de « je ne peux pas le sentir », si on était un animal, on partirait en courant ou on donnerait un coup de patte et on se battrait. Là, en fait, parce qu'on est justement des êtres humains doués de raison et de sensation, c'est là qu'on va pouvoir travailler sur cette sensation et justement, comme vous disiez tout à l'heure, le sens de l'olfaction est un sens d'alerte. Est-ce qu'on va écouter cette alerte? Est-ce qu'on va pouvoir justement poser les questions ou mettre en place des protections comme dans le cas d'un incendie ou d'une bête sauvage? Est-ce qu'on va avoir besoin de se protéger ou est-ce que, au contraire, une fois qu'on aura posé les questions, adresser les problématiques ou le questionnement qu'on perçoit vis-à-vis de l'autre, on va pouvoir être rassuré et avancer justement dans cette relation intellectuelle et dans ce travail qu'on a peut-être à faire ensemble, rassuré parce qu'on a géré ces informations sensorielles. Et on ira peut-être plus loin, du coup.
Mathilde, j'en arrive à votre métier, parce que vous êtes parfumeur au masculin, mais créatrice de parfums de la Maison Cartier. On entend aussi souvent nez, mais j'ai compris que c'était assez réducteur, parce qu'on ne dit pas main pour un pianiste. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait le cerveau? Parce que j'ai l'impression que c'est ça la différence. Vous le dites dans votre livre, je suis pas un super nez, c'est le cerveau derrière qui processe, qui range, qui sait catégoriser. À quel moment vous avez senti, vous avez su que vous étiez un parfumeur, une créatrice de parfums, peut-être en collectionnant vos petites fioles étant ado, enfin voilà. Et comment ça se traduit dans votre cerveau? Comment c'est fait dans votre cerveau? Un cerveau de parfumeur, c'est quoi? Alors, vous dites parfumeur au masculin. Moi, j'aime bien dire parfumeur avec un E. En fait, c'est quand on dit parfumeur, voilà, finalement, c'est autant féminin que masculin, et j'aime bien ça. Et alors, effectivement, vous avez parfaitement raison. On ne dit pas main pour un pianiste parce que ça serait justement oublier toute l'émotion et toute la réflexion qu'il y a derrière la main. Et dans le travail du parfumeur, c'est exactement la même chose. En fait, bien sentir, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Edmond Rudnicka, bien avant moi, dans les années 50, dans tous les livres qu'il a écrits sur la parfumerie. Bien sentir ne suffit absolument pas. Et très souvent, des parents viennent me voir en disant « Oh là là, mon enfant vraiment sent tout. C'est un vrai parfumeur parce qu'il sent tout. » Et en fait, moi, je dis toujours « Attention, bien sentir ne suffit pas. » Si la parfumerie est un art, c'est parce que justement, c'est une œuvre de l'esprit. Et c'est véritablement une pensée intellectuelle qui va présider à la création d'un accord qu'on va appeler un parfum. Donc, exactement comme pour un musicien, comme pour un architecte, comme pour un réalisateur, en fait, la création va commencer uniquement dans la tête, avec des idées, avec des associations et avec un propos surtout, avec une volonté de dire quelque chose. Et ça paraît plus abstrait dans le cas de la parfumerie, qui est un propos sociétal, esthétique, artistique derrière un parfum, et pourtant c'est le cas. Donc, c'est vraiment dans le cerveau que tout se passe, et c'est seulement une fois que tout est pensé et que tout est, je dirais, perçu, même si c'est virtuel dans le cerveau, moi, je sens un parfum fini bien avant de commencer à le réaliser pour le mettre dans un flacon. C'est comme ça qu'on crée un parfum. Alors, votre imagination projette. Vous avez un parfum en tête ou dans le nez, et après, vous allez faire des centaines, peut-être, d'essais pour le retrouver. Exactement, c'est ça. Le chemin. Exactement. Ce produit de l'imagination. Exactement. C'est comme si on imaginait une image et qu'on la voyait. Donc moi, j'imagine un parfum et je le sens. Et je le vois aussi d'une certaine manière. Un parfum qui n'existe pas encore. Voilà, un parfum qui n'existe pas encore. Et ensuite, je vais devant l'orgue que je vous ai montré dans mon laboratoire, où parfois, je n'ai pas besoin d'être devant l'orgue et simplement j'écris le nom des ingrédients qui, pour moi, une fois mélangés les uns avec les autres, vont donner cette odeur qui est dans ma tête et que je cherche à retrouver, à réaliser. Restituer. Voilà, exactement. Donc dans votre cerveau, depuis que vous êtes toute petite, j'ose imaginer qu'il y a des idées, des boîtes, un cerveau compartimenté avec tout ce que vous sentez et que vous classez sans cesse. Tout à fait. C'est ça le cerveau d'un parfumeur. Alors heureusement, j'ai pas besoin de classer au sens un peu
je dirais, mathématique ou organisationnel. Parce qu'effectivement, un cerveau de parfumeur, quand ça sent une odeur, justement, par le mécanisme de la Madeleine de Proust, en fait, quand je sens quelque chose, ça s'imprime tellement fortement, tellement exactement. C'est comme un tampon ou comme quelque chose de très fort qui tout d'un coup s'imprime dans la matière. Et donc, voilà, c'est classé. Ça se classe tout seul, je dirais. Parce que voilà, tout est répertorié et tout est classé dans ce cerveau qui fonctionne. Et justement, c'est pour ça que je parle de subir son cerveau de parfumeur, parce que je n'ai pas décidé de classer les odeurs. Je n'ai pas réfléchi à une méthode de classement des odeurs. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire des boîtes. Dessus, je mettrai une étiquette avec une photo du moment où j'ai senti. Et puis, dans la boîte, il y aura aussi mes émotions. Et voilà, j'ai juste, petit à petit, observé et puis par la pratique, en entrant dans l'école de parfumerie, en entrant chez Guerlain, j'ai conscientisé toutes ces choses qui étaient des fonctionnements complètement involontaires. Très honnêtement, je trouve que c'est intéressant quand même de poser ça, en fait, de dire que c'est ce que je veux dire quand je dis que j'ai subi mon cerveau de parfumeur. C'est que tout ça s'est fait de manière inconsciente dès mes premières années, donc dès toute petite, dès l'âge, j'ai des souvenirs olfactifs donc, que je ne sais pas très bien noter en termes d'âge. Et je pense même, depuis que j'ai créé La Panthère et que j'ai réalisé qu'en fait ma mère avait porté Femme de Rochas, sans doute avant que je naisse. Je ne l'ai jamais connue portant un parfum. Donc, ce parfum Femme de Rochas m'a marqué au-delà de tout, puisque c'est pour moi un des parfums, une de mes icônes de parfumerie. Et jusqu'à ce que je crée La Panthère et à ce que je réponde à des interviews sur le parfum de ma mère. Le parfum, c'était une interview sur le parfum des mères de parfumeurs par Sarah Bouas et par Claire Doilly. Claire Doilly et Sarah Bouas qui ont fait au même moment, pour des journaux différents, cette interview sur le parfum des mères. Voilà. Et donc, j'ai réalisé, à la faveur de ces deux interviews coup sur coup, donc j'ai eu 2 fois l'occasion de réfléchir à ce thème, et je me suis rendu compte que ma mère portait Femme de Rochas, qui m'avait influencée dans le travail sur La Panthère, de manière donc sans doute in utero, je ne sais pas. En tout cas, ce parfum m'a marqué alors que ma mère ne l'a jamais porté de mon vivant. Donc voilà. Donc en tout cas, un cerveau de parfumeur, c'est un cerveau qui enregistre, qui, je dirais, fait feu de toute odeur. Je dirais. C'est très beau. Et au-delà de ça, moi je sens ce mouvement chez vous, cet élan. Quand vous dites je crée un parfum qui n'existe pas encore et ça va être une quête pour y arriver. D'ailleurs, certains de vos parfums s'appellent l'envol, par exemple. Donc on sent ce mouvement, cette recherche. Comment vous voyez aujourd'hui votre mission? Parce que au-delà d'un métier, c'est vraiment une mission. Votre livre, c'est pas un livre, c'est un manifeste. C'est écrit sur la couverture, un manifeste pour une sensibilité olfactive. Donc comment vous voyez cette mission? Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Alors, cette mission, pareil, que j'ai conscientisée, en fait, en voyant que j'étais tellement mue par cette envie de partager l'olfaction avec tout le monde et puis d'amener, en fait, chaque personne que je rencontrais à vraiment profiter
à visiter, à découvrir l'olfaction. Pour moi, c'est quelque chose de tellement important dans une vie, de sentir et de découvrir le monde qu'est le monde olfactif et de découvrir le monde sous l'angle olfactif. Pour moi, ça change tellement une vie. Et tout récemment, c'est le chef d'orchestre Esa-Pekka Salonen qui m'a dit ça à la faveur de notre projet sur Prométhée. Esa-Pekka Salonen m'a dit je ne verrai plus les choses de la même manière depuis que j'ai découvert l'olfaction, le pouvoir de l'olfaction. Et pourtant, lui, son monde, c'est la musique. Donc, apporter l'olfaction dans une vie, en fait, c'est déterminant. Et donc, ma mission, je crois, sans grands mots, parce que voilà, je me sens minuscule dans ce monde, mais je sais que l'olfaction a un très grand pouvoir en revanche. Donc moi, je suis toute petite, mais l'olfaction est tellement immense dans ce qu'elle apporte et dans la manière dont on peut vivre une vie, que je pense qu'il faut la partager avec le monde entier et qu'il suffit d'ouvrir des petites brèches pour que l'eau s'engouffre dedans et que finalement ça essaime dans le monde entier. Donc c'est ce concert sur lequel j'ai apporté l'odeur fait partie de cette mission. Les OSNI, les objets sentants non identifiés que je développe grâce à la Maison Cartier, qui me donne cette liberté de faire ces installations totalement atypiques, nouvelles, peut-être étranges a priori. Ces OSNI servent aussi à partager le pouvoir de l'olfaction, faire découvrir ce que c'est que sentir une esthétique en 5S. Je dis souvent que je travaille en 5S, c'est-à-dire, bien sûr, les 3 dimensions, bien sûr, je les prends en compte. Donc, je dis que je travaille en 5S ou en 9D. Donc, 5S, évidemment, c'est les 5 sens, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, j'ajoute les 3 dimensions, parce que, bien sûr, mes installations sont des espaces dans lesquels on peut circuler et dans lesquels on va recevoir de l'olfaction. Donc, les 3 dimensions sont très importantes. Et puis, le temps. Donc, 5S, 5 sens, ou 9D, c'est-à-dire 5 sens plus 3 dimensions plus le temps. Et donc, ces installations, elles sont vraiment faites pour essayer de faire sentir une esthétique, une création avec toutes les dimensions possibles en accord autour de ce propos esthétique. Ce qui m'émeut énormément chez vous, c'est cette volonté de partager la beauté, de porter cette mission de partager la beauté. Et il y a une phrase qui m'a interpellée dans votre livre, c'est quand vous dites « Ma mission de parfumeur, je crois, est d'essayer de porter le parfum là où il peut être utile aux hommes. » C'est incroyable. Oui, c'est incroyable et ça me... Quand vous dites cette phrase, ça me fait... j'ai la chair de poule et ça m'émeut parce que je crois que on a vécu nos sociétés, enfin l'humanité, je suis désolée d'employer des grands mots, vraiment une fois de plus, je me sens assez petite pour dire ça, mais chez moi c'est viscéral, c'est quelque chose que je ressens très profondément, donc je le dis du mieux que je peux, sans prétention. Mais j'ai l'impression qu'à force de ne pas travailler sur le sentir,
c'est José Saramago qui a dit, c'est le prix Nobel de la paix, qui a dit « La révolution qui manque est celle de la bonté ». Et ça, cette phrase m'a beaucoup marquée. Et je crois que c'est aussi une forme de révolution qui manque que celle du sentir. Parce que je me demande si la bonté ne vient pas aussi du sentir. Donc, c'est une manière peut-être d'essayer de faire cette révolution de la bonté que quand je dis que justement l'olfaction, que j'essaye de porter la beauté de l'olfaction à l'humanité, en fait, c'est une manière d'essayer de faire cette révolution de la bonté, de nous aider à nous accepter, de nous aider à reconnaître l'autre et de sentir, en fait, ce qu'on doit sentir, parce qu'on est dans des moments d'humanité où le sentir, on a l'impression que le sentir s'anesthésie peu à peu, que la violence finalement finit par être de plus en plus acceptée ou acceptable, et que cette révolution de la bonté et du sentir, elle est urgente. Il y a cette très belle phrase qui dit, c'est page 57, « J'avance un peu plus loin dans la mission qui me meut au quotidien, ouvrir à tous la beauté de l'olfaction par tous les moyens. » On sent vraiment cette mission qui vous anime dans tout ce que vous faites, d'ailleurs dans tout ce que vous créez. Puis vous avez cette liberté de créer des OSNI, de créer cette expérience lors d'un concert avec la Maison Cartier. Et pour revenir à cette Maison Cartier, tout à l'heure vous parliez du temps, du rapport au temps. Parce qu'on est chez Cartier qui fait de très très belles montres, et d'ailleurs votre collection de haute parfumerie, vous l'avez appelée les heures, et il n'y en a pas 12 parce que vous n'êtes jamais là où on vous attend, il y en a 13. Et vos noms de chapitres, d'ailleurs j'étais un peu perdue parce que le chapitre 1 il s'appelle 12 je crois, et ensuite on continue sur le 3, etc., etc. Donc c'est quoi ce rapport au temps dans votre vie, Mathilde? Alors merci, j'adore cette question en fait, parce que c'est vrai que l'olfaction, et justement, c'est aussi ce que nous apprend la Madeleine de Proust. En fait, l'olfaction, le fait de sentir, ressentir, vivre sa vie par le sentir, mène à comprendre totalement la relativité du temps et à vivre des moments de retour en arrière, des moments de Madeleine de Proust. Ça veut dire que en sentant quelque chose, on se retrouve projeté. Ça m'est arrivé la semaine dernière sur une terrasse d'un café à Paris, boulevard Richard Lenoir. On sert derrière mon dos un plat de frites à un jeune couple adorable, et je me retrouve en maillot de bain sur une plage à 5 ans, avec un saladier de frites en Normandie. Et vraiment, et c'est ça qui est magnifique, en fait, c'est que je sais comment je me sens, je sais qui je suis à ce moment-là, je me vois, je suis dans le corps de cette petite personne. Donc, en fait, le rapport au temps, il est bouleversé chez un parfumeur. En fait, la relativité du temps devient un pilier de la vie d'un parfumeur. En fait, donc, le parfum est aussi lié au temps parce qu'il a une évolution tête-cœur-fond que le parfumeur doit maîtriser. Donc, on doit en permanence maîtriser le temps d'une certaine manière, ou en tout cas, pas forcément maîtriser le temps lui-même, mais maîtriser l'évolution temporelle du parfum. Donc, essayer de déjouer le temps et garder la beauté malgré le temps. Et ensuite, on passe sa vie, et c'est pour ça que j'ai voulu appeler
les heures, cette collection, les heures de parfum, parce que on sait très bien que un parfum peut marquer à vie, peut marquer éternellement une seconde de vie, de la même manière qu'un parfum peut accompagner une éternité, l'éternité d'une vie, suivant que on vit un coup de foudre accompagné d'un parfum, ou suivant qu'on vit aux côtés avec une maman qui toute sa vie porte tel ou tel parfum, ou que soi-même on adopte un parfum à l'âge de 15 ans et que pour toute sa vie, ce parfum va devenir comme un double de soi, comme une âme sœur, en fait. Donc, voilà, les heures de parfum, ce sont les heures de la vie. Ce ne sont pas les heures d'un cadran de montre, ce sont les heures de la vie. Et c'est pour ça que dès le départ, en fait, la 13e heure est sortie pratiquement en premier, pour dire qu'il y aura des heures qui dureront une éternité, d'autres qui dureront même pas une seconde, et puis des heures auxquelles on ne s'attendait pas, et puis des heures convenues, bien sûr, heureusement, mais aussi des heures inattendues et peut-être supplémentaires. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y en ait 13 et qu'elles s'appellent les heures. Et alors, c'est votre collection de haute parfumerie pour la maison Cartier, qui fait de la haute joaillerie également. Et d'ailleurs, vous parlez, ça n'était jamais venu à l'esprit, de ce rapprochement entre le parfum et les pierres et l'art de la joaillerie. Mais pour revenir aux heures, c'est quoi une collection de haute parfumerie? Parce que moi, je dois avouer que j'ai eu la chance que vous m'offriez il y a longtemps maintenant l'heure mystérieuse, que je porte régulièrement, qui me réchauffe parce que je trouve que ça sent le feu. Et on m'a déjà arrêté à plusieurs reprises dans le métro pour me demander ce que je portais. Et il y a ce vieux débat sur la parfumerie naturelle, etc. Moi, ce que j'adore, c'est que vous abolissez complètement tous les codes. C'est quoi une collection de haute parfumerie? Et justement, une collection de haute parfumerie, c'est une collection qui n'existe que pour la beauté olfactive. L'unique raison d'être de cette collection, c'est de montrer le beau où qu'il se trouve. C'est le motto de la maison Cartier, le leitmotiv. Et cette collection est là pour montrer le beau olfactif où qu'il se trouve. Dans les naturels, dans les molécules, dans l'histoire, dans le futur, dans la simplicité, dans l'excès, dans les éléments eux-mêmes, dans l'humain, dans la mémoire, dans, je dirais aussi, j'ai travaillé aussi avec des notes de Malabar, de gin, de vanilline, voilà. Donc c'est aussi une collection qui fait écho à la pop culture aussi. Donc le beau se trouve, on peut le trouver partout et Cartier est là pour le montrer, y compris en parfumerie. Donc c'est vraiment la raison d'être. Et pour moi, justement, seule une collection de haute parfumerie, pour moi, haute parfumerie, c'est synonyme de liberté et d'inspiration parfumistique. Donc on est là vraiment pour montrer le beau parfumistique. On a parlé du rapport au temps. On n'a pas encore parlé du rapport au silence, mais moi je voudrais vous brancher sur le rapport aux mots, parce que ce qui m'avait frappé dès notre première rencontre il y a presque 8 ans déjà, c'était votre réinvention du vocabulaire. Vous parlez
de choc olfactif. Alors pour en citer quelques-uns, tout à l'heure on parlait de Femme de Rochas, il y avait Mitsuko aussi que je porte aujourd'hui, qui est un très ancien parfum de la maison Guerlain, que vous avez eu, vous dites à l'âge de 5-6 ans peut-être sur la maman d'une amie. Vous parlez de choc olfactif et j'aimerais bien savoir ce que c'est un choc olfactif, mais vous parlez aussi de votre sublime inconscience, vous réinventez le mot parfumistique, je ne sais pas s'il existe vraiment, de bug intellectuel avec l'heure perdue, de votre ultra-sensibilité. Alors ça passe par là aussi, cette liberté de réinventer le langage. On parlait beaucoup de Proust parce que, bon, évidemment, quand on parle de cet épisode de la Madeleine qui évoque tous les souvenirs chez sa tante Léonie avant la messe et qui trempe dans son infusion de tilleul, mais c'est comment vous réinventez ces mots et quelle importance ils ont dans votre vie, Mathilde Laurent? Alors, les mots, pour moi, c'est ce sont des outils de communication. Bon, c'est vraiment une lapalissade et je m'en excuse. Ce qui se passe, c'est qu'en parfumerie, on n'a pas réellement de vocabulaire technique spécifique. Quelques mots qui sont spécifiques de la parfumerie, mais ils sont toujours finalement quand même à double sens, quadruple sens. On les utilise en parfumerie pour un sens qu'on fait nôtre, alors qu'ils en ont déjà beaucoup dans la langue française. Donc on rajoute souvent un sens parce qu'on a besoin finalement en parfumerie de créer un vocabulaire. Donc tous les parfumeurs, et moi j'ai appris ça très tôt à l'ISIPCA, cette impossibilité pyrandélienne de parler d'une odeur puisqu'il n'y a pas de langage scientifiquement technique pour l'olfaction. L'olfaction ayant été tellement invisibilisée parmi les autres sens, on sait que beaucoup de philosophes ont considéré que l'olfaction était trop instinctive et justement gardait l'homme trop animal et pouvait compromettre l'élévation intellectuelle de l'homme. Donc, l'olfaction a vraiment été invisibilisée, pensant que, justement, la vision et l'audition permettraient une plus grande et une élévation peut-être plus aboutie de l'âme humaine. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que c'est tout l'inverse et que jamais on n'aurait dû hiérarchiser justement ces sens, jamais on n'aurait dû les compter, et voilà. Et donc, de ce fait, l'olfaction n'a pas peaufiné, inventé, créé un vocabulaire adéquat et unique. Alors, et c'est ce que j'ai adoré aussi dans mon parcours, pour bien expliquer l'olfaction, ce qui a toujours été très important pour moi, avant que j'ai même conscience de cette mission que je poursuivais donc inconsciemment, expliquer pour partager et pour faire venir à l'olfaction l'interlocuteur que j'avais face à moi, expliquer était crucial. Alors, j'ai commencé à chercher les mots avec ultra précision et à choisir mes mots et à inventer les mots que je ne trouvais pas. Donc, c'est comme ça qu'est venu ce mot parfumistique, à force en fait de dire que les choses devaient prendre leur sens dans le parfum
au cœur du parfum, que les choses devaient, que les projets, les phrases, une présentation, la création d'un nouveau produit comme une huile pour le corps, en fait. Toutes les idées, pour moi, devaient toujours prendre sens au cœur du parfum, de l'histoire du parfum, de l'histoire de l'olfaction, de la science de l'olfaction. Et donc, à force de dire ça en un quart d'heure avec X phrases, paraphrases, j'ai fini par dire parfumistique. Et puis, ça a tellement bien marché que c'est devenu, ça fait partie du vocabulaire des équipes parfums chez Cartier. Et donc, c'est devenu un mot du quotidien qu'on dit très régulièrement. Et je commence même à voir ce mot sur Instagram. Donc, et ça prouve bien que ce mot fait sens pour beaucoup de gens qui travaillent dans le parfum et avec l'olfaction. Donc ça, c'est vraiment l'aspect crucial de l'échange pour convaincre, en fait, mais pas convaincre dans le sens de voter pour moi. C'est vraiment convaincre dans le sens essaye de vivre par le sentir. Voilà, essaye de sentir, essaye de t'ouvrir à l'olfaction, essaye de profiter, essaye de découvrir le monde. Je dis que si on se dit que on a 5 sens, ok, et ces 5 sens sont équivalents, alors l'olfaction serait donc 20% au moins de notre cerveau, de notre corps, de notre vie. Alors là, je trouve complètement incroyable d'imaginer qu'il y a 20% d'un monde entier, enfin 20% de notre monde, qu'on laisse inconnu, inexploré. Et donc, en fait, si on se dit ça, on peut imaginer qu'en fait, on ne vit notre vie qu'à 80%. Mmh. Et donc, ce monde qui représente 20% du monde, c'est quand même une opportunité incroyable de se dire qu'on a un monde avec un grand M entier à découvrir. Et donc ça, je trouve que c'est fantastique de pouvoir savoir ça, parce que ce monde ne m'appartient pas. Mais ce que je sais, c'est que en ouvrir les portes, c'est un immense cadeau qu'on peut faire, justement, même à des gens qui ont déjà un monde très riche par la musique, par la lecture, par l'intellect en général. Ouvrir le monde de l'olfaction peut compléter aussi ces mondes-là d'une manière incroyable. Et c'était d'ailleurs l'intuition de Scriabine qui a dit que, justement, en ajoutant le parfum à la musique, en fait, on pouvait complètement renouveler la perception et s'approcher encore plus de l'extase esthétique et de la transcendance. J'aurais tellement d'autres questions, mais je vois l'heure qui s'échappe comme ça doucement. J'en ai 2 principales, Mathilde. La première, c'est revenir un peu à l'apprentissage de l'altérité. Parce que je dois le souligner, votre livre, et j'adore ce genre de livre, où j'ai appris 1000 choses, mais il m'a rendu une meilleure personne. Pourquoi ? Parce que vous parlez d'accepter l'altérité à travers le parfum. Vous parlez des odeurs, bonnes ou mauvaises, sans porter de jugement. Et j'adore cette vision que vous avez et ça m'a rappelé ding ding. Hop, moi, ce livre, vraiment, il m'a rendu une meilleure personne en me rappelant des choses. Voilà, donc cette absence de jugement. Et puis après, on parlera du rapport au monde aussi, parce qu'un parfum, c'est un monde et c'est l'art de l'attention, c'est l'art de l'attention au monde, se mettre au diapason du monde. Mais pour l'altérité, ce refus de juger, est-ce que vous voulez nous en parler ? Avec joie, oui, parce que justement, l'isolement,
la non-découverte commence par le jugement. Et l'olfaction, le parcours d'un parfumeur, en fait, commence par le non-jugement des odeurs, puisque la parfumerie, dans l'Antiquité, devait faire feu de tout bois. On n'avait pas les moyens actuels de distillation, d'extraction, de synthèse aussi de molécules. Donc, en fait, les produits odorants qui ont été utilisés et qui ont été à l'origine de la parfumerie étaient des fleurs, bien sûr, des aromates, mais aussi des matières fécales. Et donc, tout ce qui avait une odeur pouvait être utilisée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et suivant les époques, c'est pas forcément une question d'hygiène en fait, c'est une question de culture, c'est une question justement de ce qui est associé à telle ou telle odeur. Donc, des odeurs qu'on juge, nous, aujourd'hui, sales ou fécales, en fait, pouvaient être des odeurs extrêmement recherchées. On pouvait payer des sommes incroyables pour certaines matières odorantes parce qu'elles avaient une symbolique ou un pouvoir magique. Voilà, on parle du musc souvent qui est considéré comme une des plus belles matières de la parfumerie. Le musc, c'est quand même une odeur, et moi j'ai eu la chance de très bien le sentir et le pratiquer chez Guerlain. Donc une odeur de sang séché, une odeur légèrement fécale. Donc c'est une odeur qui est mise au plus haut, alors que c'est une odeur qui n'est ni florale, ni plaisante, ni voilà. Donc quand on entre en parfumerie, et surtout quand on passe chez Guerlain, où en fait un des secrets de la parfumerie de Guerlain, parce que tout le monde parle de la guerlinade comme étant une recette, mais il n'y a pas de recette de guerlinade. Et en tout cas, dans la guerlinade, il y a une dimension animale et fécale qui est indéniable. Donc en fait, quand on entre en parfumerie et qu'on a la chance de passer par cette maison séculaire qu'est Guerlain, on comprend que la beauté ne se fait pas, je parle souvent du gâteau 100 fois bon, qui était un petit livre que j'avais et que ma sœur et moi, on adorait ce livre. Le gâteau 100 fois bon, c'est l'histoire d'un chat et d'un chien qui veulent faire plaisir à un autre animal, je ne sais plus lequel. Pour son anniversaire, ils veulent lui faire le meilleur des gâteaux. Alors, ils vont faire un gâteau avec que des choses qui sont excellentes. Donc, ils choisissent tout ce qu'ils aiment et donc ils mettent du sucre, de la farine, mais comme le chat adore les cornichons, ils mettent des cornichons. Et comme le chien adore le chocolat, il met du chocolat. Et comme le chien adore le saucisson, il met du saucisson. Et donc, c'est un gâteau 100 fois bon. Il est 100 fois bon, ce gâteau. Mais au bout du compte, il n'est pas bon. À la fin, voilà. Donc, la parfumerie, c'est pas le gâteau 100 fois bon. En fait, et la beauté, parfois, pour faire émerger de la beauté, eh bien, il faut être capable d'utiliser des choses qui sont considérées dans la société comme peut-être moins belles que d'autres. En fait, il y a pas de beauté qui n'est que de choses qui seraient dites belles. Et de la même manière que dans un tableau, on a besoin d'ombre, on a besoin parfois de peindre la mort. Voilà, donc en fait, la parfumerie se comporte comme tous les autres arts. Et donc, pour créer de la beauté, il faut de tout. Et il faut donc suspendre son jugement. Parce que le musc, justement, avec cette odeur de sang séché, c'est peut-être ce qui va apporter un supplément d'âme à la création qu'on est en train de chercher. Donc, vraiment, la parfumerie amène à ne pas juger et à chercher
la beauté et l'utilité de toute odeur, à finalement travailler avec le juste ingrédient, même s'il n'est pas considéré comme beau à l'époque et dans la société et dans la culture dans laquelle on travaille en fait. Donc ça, c'est absolument passionnant. En plus, on le voit que dans l'histoire de la parfumerie, certains ingrédients ont été considérés comme magnifiques à certaines époques et puis d'autres pas du tout. Et ça s'est inversé avec le temps. Donc la parfumerie, en fait, ouvre à la tolérance, réellement. Et l'odeur de l'autre, en fait, ne renseigne pas forcément sur sa valeur. L'odeur de l'autre ne renseigne que sur un moment M, et c'est tout, en fait. Moi, ça m'arrive de sentir l'ail, voilà, ou je ne sais pas. Donc ça veut bien dire que l'odeur, justement, est éphémère. Et justement, si on l'utilise comme marqueur social, alors on prend un chemin très scabreux, en tout cas très escarpé. Ce que vous dites très bien, ce que vous exprimez vraiment très très bien, c'est ok de pas se parfumer aussi. Il y a des gens qui ne se parfument pas. Ou alors, en fin de journée, si on a tous une hygiène normale, on peut sentir un petit peu. Ça va nous aider à surmonter le métro, notamment. Exactement. En fin de journée, que c'est normal de sentir un peu et d'accepter cette altérité, d'accepter ces odeurs. Exactement. En fait, un corps humain vit et transpire, sécrète. La peau vieillit, et donc on perd de la peau tous les jours, on fabrique du sébum, donc toutes ces odeurs-là, finalement, c'est peut-être parce que depuis plusieurs décennies, on cherche à réellement les éradiquer. C'est vraiment le terme, les déodorants, les shampoings, tout est surparfumé et tout est revendiqué comme hyper efficace justement pour éviter de sentir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu symptomatique. Il y a une peur derrière ça justement qui est sociale. Il y a la peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté. Et je pense qu'en fait, on a mieux à faire à tolérer les choses, en fait, et à ne pas juger qui que ce soit qui revient d'un jogging ou qui a couru toute la journée dans les transports. Qui a dû faire des allers-retours, qui a travaillé, qui a sué, qui a travaillé, voilà. Et donc je pense que bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut ne plus se laver parce que tout de suite les gens disent mais alors on se lave plus. Non, mais il y a un milieu entre essayer d'éradiquer toute odeur considérée comme non plaisante, l'odeur de l'essence aussi. Moi, je trouve symptomatique qu'on essaye de faire disparaître l'odeur de l'essence des parkings, parce que finalement, l'essence existe, on l'utilise et elle est polluante, et donc il vaut mieux la sentir comme une alerte. Absolument. Que de la couvrir et de se dire que finalement et de ne plus avoir conscience de la pollution que ça crée. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut tolérer, avoir conscience quand l'odeur est un danger ou quand elle ne l'est pas et quand justement elle est tout simplement humaine. Et accepter l'altérité. J'aurais encore tellement de choses et vous avez tellement de choses à partager, c'est tellement riche, mais j'aimerais finir sur votre mission de créer un parfum, d'encapsuler quelque part un peu l'air du temps et en même temps de défricher des sentiers non explorés encore, cette quête de liberté et je crois qu'il y a un triptyque dans la création d'un parfum.
quand vous créez un parfum entre l'histoire de la parfumerie, je crois, au moment-là, Oui. l'histoire de la maison dont vous vous enrichissez, et puis le moment du temps où on se trouve. Vous voulez parler de ce... Les Allemands, ils parlent de Zeitgeist. J'adore ce mot. Ça veut dire l'esprit du temps. Comment on encapsule? Parce que l'art de l'attention, c'est ça aussi. C'est l'attention au monde dans lequel on vit. Comment est-ce qu'on encapsule ça dans un flacon de parfum, Mathilde, Laurent? Eh ben, j'aime beaucoup cette question. Je crois qu'en fait, on l'encapsule justement en étant attentif, en prêtant attention à ce monde justement dans lequel on vit et dans lequel tous, parce que si on a bien tous un point commun, c'est qu'on vit en 2024 dans ce monde tel qu'il est et qu'on a tous des besoins qui sont créés par les moments qu'on vit dans ce monde-là. Donc, pour moi, prêter attention à ça et se poser la question de ce que le parfum peut faire dans ce monde-là. Justement, c'est pour ça que partager l'olfaction, ça fait partie de cette attention au monde et de se dire que, justement, l'olfaction peut apporter ce qui manque actuellement au monde. Une fois de plus, sans prétention. Mais donc, dans chaque parfum, en fait, je vais faire cet exercice de me dire qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je peux dire dans ce parfum qui pourrait porter plus d'olfaction, qui pourrait porter plus de sensorialité, qui pourrait, par exemple, être un dialogue avec la condition de la femme. Qu'est-ce qui pourrait être justement un dialogue entre les femmes et les hommes? Qu'est-ce qui pourrait justement être un propos par rapport justement à la sexualisation ou non de la parfumerie? Donc voilà, c'est en fait être à l'écoute du monde dans lequel nous sommes tous en commun. Et qu'est-ce que l'olfaction peut apporter comme peut-être nouvelle liberté, ou à quel combat elle peut s'associer, à quelle valeur de quelle valeur elle peut nous rapprocher, qu'est-ce qu'on veut proposer aussi comme posture vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'écologie. Donc voilà, c'est tous ces grands thèmes que nous avons tous à vivre et qui nous questionnent tous et dans lesquels on se retrouve tous ensemble, auxquels la parfumerie peut porter, en tout cas, contribution. Ça me rappelle ces mots de Henri Dunant, et je sais que cette phrase vous est très chère, hein, qui dit que seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Tout à fait. J'ai longtemps cru qu'elle était d'Albert Einstein, donc merci pour peut-être qu'il l'a reprise et que c'est... C'est le créateur de la Croix-Rouge, je crois, Henri Dunant. Magnifique. C'est vraiment... Alors voilà, c'est vraiment une phrase magnifique parce que elle m'a soutenue, et c'était un de mes présidents, c'est Thibaut Ponroy, à qui je rends hommage, qui m'a appris cette phrase. Et elle m'a vraiment aidée parce qu'effectivement, elle montre que, bien sûr, les grands projets sont toujours un peu fous, mais il n'y a pas de changement sans folie. Mais après, il y a folie et folie, bien sûr, mais folie, le mot folie n'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est un mot qui est justement, qui a beaucoup de sens, et je pense qu'une forme de folie toujours indispensable à un bon équilibre intérieur. Cette folie qui me rappelle votre sublime inconscience, Mathilde. Exactement, c'est justement, c'est une forme de folie, cette sublime inconscience. Et finalement, une folie consciente, en fait, c'est une sublime inconscience.
j'ai envie de dire, c'est peut-être un synonyme, c'est-à-dire à quel moment je fais les choses avec conscience, à quel moment je sais que c'est un peu fou, mais j'en ai conscience, mais j'y vais quand même, avec panache, avec sublime inconscience. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est le plus long podcast que j'ai enregistré, mais c'est un tel plaisir. Je pourrais continuer à converser avec vous pendant des heures et des heures. Mais je suis très touchée, Fanny, vraiment. Merci beaucoup parce que effectivement, moi aussi, j'ai adoré répondre à vos questions qui sont, comment dirais-je, sur mesure en fait. Merci vraiment pour l'intérêt que vous portez à mon travail qui m'émeut carrément. Merci. Alors, chers auditeurs, c'est un grand moment d'émotion avec lequel je conclus cela. C'est dommage, vous n'étiez pas avec nous pour la cérémonie du thé tout à l'heure. J'en ai pas parlé au début, mais on a bu un thé délicieux avec Mathilde n'est pas maître de thé, mais presque. J'ai découvert et appris beaucoup de choses. On est au cœur de Paris, dans le bureau de Mathilde, sur les toits d'un bel immeuble de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous avez peut-être entendu derrière nous aussi le bruit du monde, la rumeur du monde, le bruit de la ville. Ça donne une petite couleur locale en plus sur ce podcast, en tout cas qui est habité. Et Mathilde, un merci infini d'avoir partagé avec nous ce moment et puis cette mission qui vous meut, qui vous pousse vers l'avant comme un élan et qui fait bouger les lignes justement, comme un envol. Merci beaucoup. C'est moi, Fanny, qui vous remercie. C'est moi qui suis vraiment, qui ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on s'est dit ce matin et surtout ce que vous avez fait émerger. Donc vraiment, mille merci, sincèrement. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Comme toutes les bonnes choses, il se partage, alors n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches. Enfin, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez lui mettre 5 étoiles dans l'appli et un petit commentaire ou m'envoyer un email. J'essaye toujours de répondre. À bientôt au prochain épisode de l'Art de l'attention.